Il va développer cette théorie et aussi nous donner son expérience dans ce domaine. Voilà, sans plus tarder, donc j'invite Dr. Professeur Smaïl Meziani pour sa première conférence. Merci. Merci à docteur pour cette aimable présentation. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette présence aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité une nouvelle méthodologie développée au sein de l'Institut européen des antioxydants qui consiste en une évaluation rapide du statut oxydant ou antioxydant des produits cosmétiques, alimentaires, pharmaceutiques et j'insiste bien, les liquides biologiques. Donc je pense que c'est ce qui va vous intéresser aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué que l'humanité aujourd'hui, on constate de plus en plus le seuil croissant donc, de la durée de vie de la population. Donc ce dernier peut être garanti que grâce ou à l'aide de la prévention et à la régulation des processus d'oxydation. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler ou à faire un rappel de quelques informations pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion la dernière fois d'insister à notre première conférence sur justement le stress oxydatif. Donc le stress oxydatif aujourd'hui, ou le stress oxydant, est une résultante de la balance des radicaux libres, donc des ROS, des espèces oxygénées réactives, et d'un autre côté, notre système de défense représenté par les antioxydants. Donc le stress oxydatif est une résultante de cet équilibre. Ce dernier, et malheureusement, donc, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui ont prouvé que ce stress oxydatif ou ce stress oxydant est impliqué dans plus de 200 pathologies. Les plus représentées, vous avez le cancer, les maladies cardiovasculaires, Parkinson, Alzheimer, diabète, j'en passe et des meilleurs. Toujours dans cette voie de rappel, ces espèces oxygénées réactives prennent naissance à partir de l'oxygène, donc de la molécule d'oxygène qu'on respire, donc au quotidien. Donc elles prennent naissance à partir de cette molécule, donc via les processus d'oxydoréduction, donc donnent naissance justement à la formation de ces molécules. Donc ces radicaux libres, donc ces ROS, ont un avantage et un inconvénient, puisqu'elles sont à la fois synthétisées dans notre organisme. Donc pour cela, elles sont impliquées dans plusieurs processus, à la fois dans le processus immunitaire. Donc, le professeur Mouna hier certainement vous a donné énormément d'informations dans ce domaine. Donc dans le cas de la phagocytose, les ROS sont impliqués. Ils sont aussi impliqués dans la chaîne respiratoire, dans la biosynthèse de certaines protéines, à savoir le collagène, donc, qui est responsable de l'élasticité de la peau, par exemple. Aussi dans la synthèse de certains régulateurs biologiques, tels que les prostaglandines, et bien sûr dans la récupération, par exemple, des cellules nerveuses. Néanmoins, ces derniers, quand ils sont en excès dans l'organisme, ils présentent malheureusement beaucoup, ou en tout cas, ils provoquent beaucoup de dommages dans la cellule, notamment au niveau de la membrane cellulaire. Donc là, suite à une oxydation, soit des protéines ou des lipides membranaires. Et au niveau de la mitochondrie, où là on a une quantité considérable de ces molécules,
engendre la mutation donc, de l'ADN mitochondrial, voilà, qui peut être à l'origine de l'apparition des pathologies citées précédemment. Donc les principales raisons du stress oxydatif aujourd'hui sont de deux catégories. Vous avez la première, ce sont des facteurs plutôt exogènes et endogènes. Exogènes, donc ils sont provoqués par l'action des agents physiques ou chimiques, donc tels que l'exposition au rayonnement gamma ou UV, traçant, ou l'exposition aussi aux produits chimiques tels que les hydrocarbures, une mauvaise alimentation et beaucoup de médicaments aujourd'hui ou provoquent ou accentuent le stress oxydatif. Vous avez des agents biologiques, donc des infections type virus ou bactéries, donc, qui provoquent l'augmentation de ces espèces. Et bien sûr, sans oublier une source principale, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les maladies sociales, telles que l'alcoolisme, le tabagisme et, dans un cas, la toxicomanie. Concernant les facteurs endogènes, c'est vraiment une accélération du processus métabolique. Donc, par exemple, les sports intensifs aujourd'hui provoquent ou accentuent le stress oxydatif. Et bien sûr, vous avez certains troubles physiologiques que vous connaissez, qu'on a cités à plusieurs reprises. Donc les antioxydants aujourd'hui sont scindés en deux familles. Vous avez la première, c'est la famille des antioxydants type enzymatique, donc qui se retrouvent dans notre organisme. Donc c'est un ensemble d'enzymes qui ont une propriété antioxydante. Elles sont présentées par exemple par les sodes, superoxyde dismutase, la catalase, vous avez la glutathion peroxydase, la transférase et la réductase. Et d'un autre côté, vous avez des antioxydants non enzymatiques qu'on peut scinder encore une fois en deux familles. Vous avez des antioxydants hydrophiles et lipophiles. Donc hydrophiles ou hydrophobes, par exemple, vous avez la famille de la vitamine E, donc la famille des tocophérols, qui sont en tout cas présentes beaucoup dans les huiles. Donc les huiles d'olive, par exemple, sont très riches en cette vitamine. Donc les tocophérols, vous avez 4 familles, alpha, bêta, gamma. Vous avez les caroténoïdes, donc représentés par le bêta-carotène et la lutéine. Vous avez d'autres molécules aussi. Pour les hydrophiles, vous avez la fameuse vitamine C, dont fait l'objet de ce séminaire. Vous avez de l'acide urique, vous avez du glutathion, de la taurine, et vous avez une petite famille, des protéines qui ont une action ou une propriété antioxydante, telles que l'albumine, la ferritine, la transférine et la lactoferrine. Donc là, après avoir présenté un peu ces bases, pour un peu comprendre, l'objectif aujourd'hui des scientifiques, en tout cas des gens qui font de la recherche dans ce sens, c'est de pouvoir quantifier ce stress oxydant. Comment on peut le quantifier? Ce stress oxydant, pour pouvoir le quantifier, soit on agit directement, on essaie de quantifier les radicaux libres, donc les oxydants, ou les antioxydants. Donc là, dans la littérature, plusieurs méthodes ou technologies existent et sont encore utilisées. Par exemple, si on recherche les radicaux, donc vous avez une méthode, ce qu'on appelle une méthode directe par EPR pour déterminer les radicaux. Vous avez une méthode indirecte, donc via des méthodes de spectroscopie, pour pouvoir, d'une manière indirecte, c'est-à-dire on induit une peroxydation lipidique, par exemple, et on essaie de quantifier les métabolites donc, qui en découlent de cette réaction.
Donc c'est une méthode indirecte où on peut agir sur les antioxydants, on peut évaluer les antioxydants. Donc les antioxydants sont évalués aussi en deux manières. Vous avez le premier bloc concernant évaluer l'activité catalytique des enzymes antioxydantes, voir vraiment leur action, leur efficacité, ou éventuellement travailler donc sur des méthodes, cette fois-ci qui ne se basent pas sur un dosage enzymatique. Donc pour ça, vous avez par exemple un dosage volumétrique, ce qu'on utilise aujourd'hui pour évaluer la quantité de vitamine C par exemple. Vous avez des techniques de chromatographie, HPLC par exemple, LCMS, GCMS, qui sont utilisées pour quantifier ou doser la quantité d'antioxydants dans une matrice. Vous avez des méthodes optiques, donc on utilise beaucoup chez nous, c'est ce qu'on appelle des méthodes in vitro, donc dans un tube à essai, on essaie d'évaluer la quantité ou le pouvoir de ces substances. Donc là, vous avez de la spectrophotométrie, la chimioluminescence et la spectrophlurimétrie. Et un autre groupe, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des méthodes basées sur de l'électrochimie. Donc doser aujourd'hui ou évaluer les antioxydants ou l'action des antioxydants via des méthodes électrochimiques. Donc dans l'électrochimie, il y a énormément de méthodes aujourd'hui. Vous avez la voltampérométrie, vous avez la potentiométrie, vous avez la polarimétrie, et chacune d'elles est utilisée pour une application donnée. Donc notre méthode est basée justement sur de l'électrochimie. Alors, pourquoi on a choisi justement de travailler aujourd'hui sur développer une méthode basée sur de l'électrochimie? Tout simplement, nous avons constaté que le stress oxydant répond à un processus électrochimique. Donc, il joue le rôle d'un donneur et d'accepteur d'électrons. Et via cette méthode, nous sommes aujourd'hui en mesure d'évaluer son degré dans une matrice ou dans un organisme. Et plus précisément dans l'électrochimie, donc nous sommes intéressés à la potentiométrie. Donc la potentiométrie consiste à appliquer un potentiel électrique entre deux électrodes. Une électrode de référence, une électrode de travail. Je vais vous montrer ça sur la machine. C'est un peu le même système d'une pile, ou la pile Daniel, ça vous dit quelque chose. Donc le principe de la potentiométrie, on applique un potentiel électrique dans une solution, dans un milieu réactionnel, et après avoir incorporé justement la matrice ou l'échantillon ou l'antioxydant, on calcule le décalage de ce potentiel par rapport à ce qu'on appelle un potentiel de référence, qui est le potentiel du milieu réactionnel. Donc là, voici la réaction. Donc vous avez du Fe3+, on présente un antioxydant et du Fe2+, et l'antioxydant réduit. Enfin, oxydé, pardon. Alors, donc, dans l'électrochimie, et plus précisément dans la potentiométrie, nous sommes basés vraiment sur la loi ou l'équation de Nernst, voilà, qui permet vraiment de calculer le potentiel dans ce milieu réactionnel. Voici donc la formule de calcul de ce stress. Vous avez la même chose pour antioxydant d'activité, et quand c'est juste le OA, donc oxydant d'activité. Là, je vous ai mis quelques exemples de potentiel électrique pour un couple d'oxydants et quelques antioxydants. La cystéine, le glutathion, l'acide urique, l'acide ascorbique. Voilà, c'est ce qu'on a déterminé avec cette technologie. Ce que je vous montre là, c'est les premiers prototypes
Donc là, je vous ai montré le principe, et là, c'est des prototypes. Donc le premier, là, on va travailler vraiment sur une cellule, là, une petite cellule dans un tube Falcon. Et là, c'est un système plus évolué, donc, où on intégrait un système d'agitation, donc qui permet d'agiter et de mesurer à la fois ce potentiel, la température, le pH, quasiment toutes les conditions physico-chimiques du milieu. Ce prototype est encore utilisé dans pas mal de cliniques, donc on y travaille encore avec, mais donc depuis quelques semaines, nous avons développé le produit fini, on va dire. Donc, le premier c'est un prototype et là c'est un produit fini. Voici comment il se présente cet équipement. Donc il est composé d'un socle, d'une cellule électrochimique qui assure aussi l'unification. Et vous avez les deux électrodes. La première, vous avez une électrode de travail qui est une électrode avec une couche de platine et une électrode de référence qui est du KCl. Voilà, donc l'électrode, c'est la numéro 8. Voilà comment on est. Donc j'ai commencé au départ pour vous dire qu'il y a une réelle aujourd'hui corrélation entre les pathologies et l'évaluation justement du stress oxydatif. Donc pour cela, si on veut diviser aujourd'hui ces méthodes de mesure, vous avez deux types. Vous avez un premier groupe, c'est ce qu'on appelle les méthodes invasives. Donc là, les méthodes invasives, là par exemple dans les liquides biologiques, là on est obligé de faire un prélèvement. Par exemple, si on veut évaluer le statut oxydant ou antioxydant dans le sang ou les fractions du sang, donc on est obligé de faire un prélèvement. C'est ce qu'on appelle des méthodes invasives. Mais en parallèle, nous travaillons aussi sur l'évaluation justement de ces paramètres via des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes non invasives. C'est-à-dire où on n'a pas besoin de prélèvement. On a beaucoup avancé sur ça. Nous avons par exemple travaillé sur l'évaluation du statut oxydant et antioxydant dans le liquide séminal, le liquide folliculaire. Et là, on a beaucoup avancé sur l'évaluation justement de ces statuts au niveau de la peau. C'est-à-dire demain, les médecins, même chez eux, ils peuvent avoir cet équipement, ils peuvent évaluer directement au niveau de la peau de leurs patients. Donc cette technologie a deux objectifs. Le premier, elle s'inscrit dans un système de prévention. Donc c'est-à-dire développer des valeurs pour prévenir une telle ou telle pathologie. C'est-à-dire quand on sait une valeur, là on peut dire qu'il y a un risque de telle ou telle pathologie. Ça c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet d'efficacité. C'est-à-dire vous développez aujourd'hui un produit, un médicament, vous le donnez à votre patient, donc une administration orale, intraveineuse ou je ne sais quelle forme, et là on peut évaluer directement l'efficacité de ce produit. Et là, je vous montre quelques résultats justement qui sont, on va dire, tout frais. Il vient juste de sortir, même pas 2 semaines. Vraiment, donc c'est ce qu'on a réalisé justement dans différentes cliniques sur des patients et différentes pathologies. Je vais vous montrer cette vidéo si elle fonctionne. Alors, vous m'excusez un peu sur la qualité de la vidéo, puisque vraiment c'est des amateurs qui ont fait ça.
Et là, donc, là, c'est pas la qualité de la vidéo, mais je pense que c'est un petit problème technique. Donc là, c'est le premier prototype que je vous ai montré, qui est testé dans une clinique aujourd'hui polyclinique, qui traite toute pathologie cardiovasculaire, cancer, tout type de cancer, chirurgie. Et l'objectif justement de ce projet, c'était de compléter, en plus des analyses de routine qu'ils font sur leurs patients, de rajouter une valeur, le statut oxydant ou antioxydant de ces patients. Et nous, à la fin, notre objectif, c'est de pouvoir trouver une corrélation entre ces données et les données qu'ils ont obtenues. Et je vais vous montrer quelques résultats. Donc là, avant de parler de ce résultat, il faut pouvoir valider cette méthode. Aujourd'hui, la technique la plus utilisée aujourd'hui, enfin en tout cas surtout aux États-Unis, pour évaluer le statut oxydant des patients, donc dans des cliniques, c'est la TASC Randox. Donc TASC pour Total Antioxidant Statute. Donc nous avons utilisé ce test qui est reconnu aujourd'hui et on a essayé de comparer avec les résultats obtenus par notre technologie. Sachant que cette technologie a été testée donc, sur du plasma à 23 degrés. Les mesures ont été prises à 23 degrés. Et là, vous voyez qu'il y a un petit écart, sachant que le TASC les mesures ont été faites à 37 degrés. Donc on s'est amusé à refaire les mêmes manips à une température de 37 degrés. Regardez le résultat. Donc il y a relation. Voilà. Il n'y a aucune différence avec le résultat. C'est ce qui nous a permis justement de valider cette méthode. Là, je vous ai montré que cette méthode. Donc nous avons utilisé d'autres méthodes utilisées en Europe, utilisées dans le milieu hospitalier aujourd'hui pour l'évaluer. Hein. Et les résultats sont quasiment les mêmes. Là, toujours dans la même clinique, nous avons travaillé, donc le président de la clinique, donc on a signé une convention avec eux, dans un objectif de travailler, de trouver justement cette corrélation. Donc là, nous sommes intéressés à des patients justement souffrant d'hypertension et d'obésité. Donc là, vous voyez par exemple les différents paramètres étudiés, donc qu'on demande dans le bilan, et vous avez la mesure au-dessus. Et enfin, vous avez l'indice de masse corporelle pour essayer de corréler justement l'indice de masse corporelle et nos valeurs. Donc là, les résultats peuvent être divisés en trois parties. Donc les valeurs qui sont comprises, donc la valeur de l'activité antioxydante inférieure à 1, comprise entre 1 et 1,5, et enfin supérieure à 1,5. Donc tous ces patients souffrent justement de cette pathologie. Et vous remarquez, pour les gens qui ont une activité supérieure à 1,5, on constate une augmentation des paramètres, par exemple, des triglycérides, cholestérol, de glucose. Aujourd'hui, en tout cas, les premières conclusions qui ressortaient, c'est que là, dans ce cas, l'activité antioxydante peut être un indice qui va nous permettre de pousser plus loin le diagnostic de cette pathologie. Et sachant que les trois parties ont suivi des traitements différents. Eux, ils ont suivi un traitement avec un hypertenseur. Donc là, un hypertenseur sans traitement cholestérol, anticholestérol. Et donc là, ils ont pris les deux. Hypertenseur plus un anticholestérol. Et là, donc les résultats qui ressortaient, on se disait que finalement, les hypertenseurs, donc les traitements qui ont été proposés à ces patients, peuvent éventuellement avoir aussi
une propriété antioxydante. C'est ce qui permettrait, en tout cas, d'expliquer ces augmentations au-delà de 1,5. Là, notre résultat concernant justement les résultats de liquide de dialyse. Donc nous avons mesuré justement l'activité antioxydante et accompagné juste à côté des groupements thiol, SH, donc à faible poids moléculaire. Et là, on constate qu'une diminution en fonction du temps et qui est intimement corrélée à la quantité justement de ces groupements thiol qui ont une propriété antioxydante, tels que le glutathione ou autres groupements cystéines, par exemple, qui ont une action antioxydante. Là, donc, c'est un résultat avant et après dialyse. Là, on a aussi associé à l'acide urique. Vous constatez une diminution avant et après dialyse. Là aussi, avant et après dialyse, mais au niveau du sang, et des différentes fractions, les érythrocytes et le plasma. Donc, dans la diapo précédente, je vous ai parlé aussi donc, des mesures qui ont été faites sur le liquide séminal. Alors, pourquoi nous sommes intéressés à cette mesure? Puisqu'en Russie, par exemple, plus de 50% de la population en Russie, des hommes, ont un problème d'infertilité. Et on a beaucoup lu dans la littérature qu'il y a une relation, en tout cas une relation entre le stress oxydatif et ces problèmes, et ces pathologies. Donc nous avons voulu vraiment voir ou démontrer à ce qu'il y a vraiment un réel, il y a véritablement une relation. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc là c'est aussi dans une clinique, encore une fois désolé pour la qualité. Donc c'est la même équipement que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet justement d'évaluer le statut oxydant ou antioxydant du liquide séminal. Ça ne veut pas marcher, voilà, je suis vraiment désolé. Mais c'est que ces vidéos peuvent être visibles sur notre site, voilà, vous pouvez les voir tranquillement. Je vous montrerai les résultats. Donc là, nous nous sommes aussi intéressés à deux groupes. Donc un groupe de population, donc une population saine, une population qui présente des pathologies. Donc type, voilà, oligospermie, asténospermie. Enfin, là, vous remarquez que l'activité antioxydante entre les personnes sont de 1,24 et les autres qui présentent des pathologies, elle est de 0,18. Donc il y a un écart quand même de 8 fois par rapport à une personne normale. Donc après avoir travaillé sur le liquide séminal, nous sommes aussi intéressés au liquide folliculaire pour voir aussi si on ne pouvait pas trouver une relation ou une corrélation entre ces données. Donc, et en même temps, nous avons corrélé les résultats obtenus donc, sur le liquide folliculaire et le sérum sanguin. Et en faisant un traitement statistique de ces données, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une corrélation de 74%, c'est-à-dire de la mesure de cette activité, que ce soit dans le liquide folliculaire ou dans le sérum, on a une corrélation de 74%. Et c'est ce qui nous a donné, motivé à aller plus loin pour trouver vraiment une méthode non invasive, vraiment travailler sur de la peau ou d'autres organes. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis de faire la transition. Donc l'objectif c'est d'aller développer une méthode non invasive, donc cette fois-ci sur de la peau directement, une mesure sur la peau pour déterminer ce statut. Et un autre point, c'est de pouvoir établir une échelle de valeurs
dire par exemple à cette valeur, la personne elle est normale, au-delà, il y a un risque, donc ce qui nous permet de faire de la prévention. Et d'un autre point, donc, de faire de la corrélation entre la peau et le sang pour véritablement que cet outil devient vraiment on va dire un thermomètre ou je ne sais quoi dans les cabinets. Vraiment une mesure assez simple. Et dans un dernier point qui est très très important, c'est vraiment d'évaluer cette fois-ci l'efficacité d'un traitement tel que la vitamine C par exemple, on en parle beaucoup, mais là avec ça, on est en mesure aujourd'hui d'administrer par quelle que soit la voie, de voir vraiment l'efficacité de ce médicament ou de cette substance. Je vous donnerai quelques résultats à la fin. Donc l'objectif de cette mesure au niveau de la peau, voici le schéma qu'on a tracé. Vous avez un lecteur, en 7, vous avez la peau, vous avez au-dessus l'électrode, et entre l'électrode et la peau, vous avez un gel qui représente le milieu réactionnel que je vous ai montré tout à l'heure. Voici notre premier prototype. Donc le premier prototype développé justement afin d'évaluer ces mesures. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines, voici le produit fini. Voilà à quoi il ressemble. Heureusement que ça a été amélioré parce que là c'était pas du tout non éveil. Voilà, avec la pince. Hein. J'ai plutôt peur. Là c'est vraiment de la mécanique. Oui. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais en mettre quand même une vraie photo. Voilà donc à quoi ça ressemble. C'est quelque chose de très simple à appliquer. C'est quelque chose de Et ça fera vraiment l'objet d'un workshop en mars, vraiment pour les gens qui veulent évaluer sur place leur statut ou tester un aliment ou un médicament, voir vraiment l'efficacité de ce dernier. Je vais vous montrer quand même quelques résultats. Donc nous avons décidé justement de recruter ce qu'on appelle un jury naïf, c'est-à-dire on était dans une université, on a recruté quelques personnes, une centaine de personnes, d'étudiants, et on leur a mesuré l'activité au niveau de la peau, sans rien. Et ensuite, on leur a donné 1 gramme, un comprimé de vitamine C, de 1 gramme. Et on a essayé de mesurer sur les mêmes personnes, au niveau de la peau, l'activité antioxydante. Donc là, à 60 minutes et à 180 minutes, 3 heures après. Et là, vous remarquez une augmentation significative de la vitamine, de l'action de la vitamine C sur l'activité antioxydante. 0, donc 1 heure et 3 heures. À l'exception des derniers. Du 9 et du 10. Donc, suite à ces résultats, donc, nous avons convoqué les deux sujets, donc les deux personnes, et on a échangé avec eux pour voir justement, pour essayer de trouver la cause. Pourquoi justement cette baisse? Ils ont fumé, c'est là. Très bien. Vous dirais que vous avez assisté. Le premier justement, c'est la cigarette. En fait, la personne avait fumé entre la prise et la mesure. Et la dernière? Entre les deux. Pardon? Un stress, certainement. Médicament? Non. Un médicament? Non. Là, justement, cette personne avait une pathologie. Elle avait un ulcère d'estomac. Ouais. Et on s'est posé la question comment l'action de la vitamine C sur un cas, ce cas clinique. Elle était insuffisante.
Non, acide. Elle était acide. Oui. Sur l'acide ascorbique, Oui. apparemment, en tout cas, la vitamine C accentue le stress. Eh, Accentue le stress. Et donc ça devient un gouffre. Quel que soit l'antioxydant qui vient, il est consommé. Non mais là, en fait, cette personne avait un problème. Elle avait un ulcère. Voilà. Et quand elle avait consommé par voie orale ce comprimé, on a mesuré dans les mêmes conditions. Donc là, elle nous a dit qu'elle a un problème. Donc nous, l'explication, on a essayé de chercher, on a vu que effectivement, quand une personne présente ce type de pathologie, il y a apparemment le stress oxydant qui augmente plutôt. Après là, je laisserai ça à des spécialistes vraiment de la véritable action. Et ça, comme je vous ai dit, c'était un jury naïf. Donc nous, on ne savait rien, on n'avait aucune information. Donc là, on s'était juste demandé, voilà, à essayer de trouver une solution. Et en même temps, toujours dans la mesure sur de la peau, nous sommes intéressés à deux types de patients. Donc à des patients qui ont sains et des patients hypertendus. On a mesuré donc au niveau de la peau et vous constatez que la valeur antioxydante de ces deux groupes, personnes saines de 2,19 à 0,43 pour les personnes hypertendues. Donc là, il y a une réelle preuve de l'action justement du stress oxydant et de ces pathologies. Toujours dans la même mesure, nous sommes intéressés aussi à une crème cosmétique que beaucoup de femmes utilisent. Et en fait, c'est une crème cosmétique riche en antioxydants qui est spéciale pour des seniors. Et donc cette crème a été proposée donc, à deux types de sujets, donc à un âge entre 22 et 27 ans, et à notre groupe supérieur à 45 ans. Et là, on a remarqué qu'il y a une augmentation significative de l'activité antioxydante 20 minutes après l'application de la crème. L'application de la crème, 20 minutes après, on constate une augmentation de l'activité antioxydante. Là, vous imaginez aujourd'hui, les professionnels aujourd'hui qui fabriquent ou qui développent ces produits cosmétiques, voilà, donc on peut tout de suite démontrer l'efficacité de leurs produits. On peut faire la même chose sur un médicament, sur un produit, sur un jus de fruits, on mesure tout de suite l'efficacité, sur un comprimé, un complément alimentaire, vous l'ingérez 20 minutes après on remesure. Donc là c'est réellement un outil aujourd'hui qui permet vraiment de démontrer et de valider l'efficacité d'un traitement. Dans l'un des défis qu'on s'est lancé, justement, c'est d'établir une échelle de valeur. Comme vous la voyez ici, donc c'est une échelle sur la mesure au niveau de la peau. Donc voici une échelle, si la valeur est inférieure à 1,5, donc vous êtes quasiment dans un état de stress oxydant, où un examen est exigé. Entre 1,5 et 2,5, vous êtes en zone à risque. Et enfin, au-delà de 2,5, vous avez vraiment un statut normal. Donc cette échelle permettra vraiment de faire de la prévention aujourd'hui. Donc dans un cabinet, j'imagine ça dans un cabinet, vous mesurez la valeur de votre patient et tout de suite vous verrez vraiment quel serait le traitement à lui proposer. Cette échelle, justement, pour avoir un réel effet,
Donc ça nous a demandé énormément de données, donc quand je dis données, donc de patients, pour pouvoir valider ces valeurs. Donc, et le projet continue encore. Et un de mes autres objectifs prochainement, c'est vraiment d'essayer de travailler avec d'autres cliniques afin de leur mettre à disposition ces équipements, afin qu'on puisse collecter encore plus de données pour vérifier et valider et confirmer ces corrélations entre ces valeurs et les pathologies. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, le message est clair. Ouais. Là, c'est quelques valeurs juste concernant le classement de certains thés. Donc on voulait classer selon leur pouvoir. Là, c'est les jus de fruits. Là, c'est des jus de légumes. Et je me suis dit, pour les retardataires, je m'adresse directement. Heureusement, j'ai prévu une vidéo justement qui résume tout ce travail, qui a 5 minutes. Sachant que c'est juste l'ancien, c'est le prototype, hein, c'est pas le choix. Je peux pas vous faire écouter, je sais pas comment. Le micro, Il y a un micro? Ah oui. Hein? Il est allumé déjà. Ah. En tout cas, les vidéos peuvent être partagées, il n'y a pas de problème. Comfortable keyboard. Analyzer is completed with sensors, power sensor, stand, and magnetic stirrer. Now we will measure T antioxidant activity with the use of the analyzer developed. Let us switch the analyzer by pushing on the key escape. Then activate antioxidant measuring mode and select object to be analyzed. In our case, we use category foodstuffs. Further, we make measurement under the prompting messages on the display. We fill in measuring cell with needed reagents, put cell on magnetic stirrer and immerse sensors into the solution. When everything is ready, press enter. Analyzer starts initial potential E1 measurement. After measurement is finished, potential measured value is fixed on the display. To continue measurements, press enter. Display generates prompting message.
Now add testing sample into the cell. After sample introduction, press enter and analyzer starts measurement of the potential E2. After measurement is completed, potential value E2 is fixed on the display. Then press enter key step by step and fix measured temperature and analysis result. Antioxidant activity of biological liquids could be measured in much the same way. Now you see the moment of erythrocytic mass introduction into measuring cell. Analyzer could be applied in food industry for raw stuff and finished product quality control, in nutrients, vitamins and medicines production, in meteorological services for falsification regulation for vegetable raw materials, in medical institutions for evaluation of human biological liquids, antioxidant activity, on water purification stations for oxidant activity monitoring after drinking water disinfection with oxidizers. Juste pour conclure, donc l'objectif de cette technologie, de ce travail, c'est de pouvoir utiliser cet indice, donc statut oxydant ou statut antioxydant, des liquides biologiques ou des tissus biologiques, pour pouvoir suivre le stress oxydatif afin de faire de la prévention. Un deuxième point, c'est de pouvoir surveiller ou de tester l'efficacité d'un traitement. Et enfin, aider en tout cas ou proposer des formulations de nouveaux traitements, de nouveaux produits destinés justement à ces pathologies. Voilà notre objectif final. Et juste pour conclure, je tiens à remercier donc, les différentes équipes avec qui je travaille, donc en Russie, les différentes cliniques, et l'université d'Ekaterinbourg, donc à l'ouest de la Russie, et une clinique d'embryologie que vous voyez juste au-dessus. Et si vous vous souvenez, dans la première vidéo, où la personne qui manipulait dessus, et c'est le premier enfant, on va dire, ou bébé, enfin maintenant c'est un homme, qui est né justement d'une FIV dans cette clinique. Voilà. Et voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je profite justement de vous montrer, je ne sais pas s'il y a une caméra, si vous voyez des choses, puisqu'hier je voyais qu'il y avait une vidéo. Voici à quoi ressemble la qualité. Ouais. Après, donc, vous pouvez passer le voir. Voilà, est-ce qu'il est disponible? Disponible. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il sera. C'est le prix. Ben, le prix, encore, la question n'est pas encore posée, mais ce n'est pas un produit qui sera vraiment cher. Hein? Le prix Salmo. Bien sûr, hein, ben, ça va de soi. C'est automatique. Mais le prix, franchement, il n'est pas vraiment, il n'est pas énorme. C'est-à-dire
ne peux pas vous dire de bêtises, mais franchement, c'est quelque chose qui sera abordable, connaissant un peu le système et le milieu. Je peux vous dire que c'est quelque chose d'abordable, largement. Et